Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle émission de Voyage au bout de la nuit. Je vais poursuivre avec vous le roman de Charles Dickens et Wilkie Collins, L'Abîme. Donc je vous rappelle, c'est l'histoire de Walter Waldin, un riche négociant en vin, qui mène une petite vie heureuse aux côtés de sa mère, mais lorsque celle-ci décède, il va apprendre un terrible secret sur son existence. Alors pour le savoir, restez avec moi, nous allons poursuivre notre lecture. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux à l'aide du hashtag VBN sur Facebook et sur Twitter pour me dire ce que vous pensez de cette histoire. Que Dieu vous pardonne, répéta Waldin épouvanté. Et qu'avez-vous donc fait de mal en cette occasion? Expliquez-vous, Madame Goldstrow. Je crois, dit la femme de charge, que nous ferions mieux d'en revenir à mes devoirs dans votre maison. Excusez-moi si je vous rappelle au sujet de votre entretien, monsieur. Vous déjeunez donc à 8 heures, c'est ça? N'avez-vous pas l'habitude de faire un lunch? Un lunch, fit Waldin. Cette terrible rougeur qui avait si fort effrayé la ville, la veille, Bintrey, l'homme de loi, réapparut le visage du jeune négociant. Waldin porta la main à sa tête. Visiblement, il cherchait à remettre un peu d'ordre dans ses pensées avant de reprendre la parole. « Vous me cachez quelque chose, dit-il brusquement à Madame Goldstrow. « Je vous en prie, monsieur, faites-moi la grâce de me dire que vous prenez un lunch. »« Je ne vous ferai point cette grâce. Je ne reviendrai pas à notre sujet, Madame Goldstrow. Entendez-vous, je n'y reviendrai pas avant que vous m'ayez dit pourquoi vous regrettez si peu d'avoir fait du bien à ma mère en cette circonstance terrible. Ma mère m'a parlé de vous avec un sentiment de gratitude inépuisable jusqu'à la fin de sa vie. Et sachez bien que c'est me rendre un mauvais service que de vous taire et de ne point me répondre. Vous m'agitez, vous m'inquiétez, vous allez être la cause de mes étourdissements qui vont revenir. » Il porta encore la main à son front et de rouge qu'il était sur son visage devient violet. « Il est dur pour moi, monsieur, au moment où j'entre à votre service, il est bien dur de vous dire autre chose qui pourrait me coûter la perte de votre bonne grâce et de votre bienveillance, » répliqua lentement Madame Goldstrow. « Je vous prie seulement de ne pas remarquer, quoi qu'il advienne, que je ne suis pas libre de ne pas vous obéir. C'est vous qui me forcez à parler quand j'aurais été heureuse de me taire, et je ne me romps le silence que parce qu'il vous alarme. Sachez donc que lorsque j'appris à la pauvre dame, dont le portrait était là, le nom sous lequel mon enfant a été baptisé, je manquais à tous mes devoirs. Mon imprudence a eu des suites fatales. Mais je vous dirai pourtant la vérité. Quelques mois après que j'eus fait connaître à cette dame le nom de son enfant, une autre dame étrangère se présenta dans la maison désirant l'adopter, un de nos petits garçons. Elle en avait apporté l'autorisation préalable et régulière. Elle examina un grand nombre d'enfants sans se décider en faveur d'aucun. Puis ayant vu par hasard un de nos plus jeunes bébés, un petit garçon aussi, confié à ses soins, je vous en prie, tâchez de demeurer maître de vous, monsieur. Il n'est pas nécessaire de prendre plus de détours en vérité. L'enfant que la dame étrangère emmena avec elle était celui de la dame, dont voici le portrait. Waldin se leva en sursaut. « Impossible, s'écria-t-il. Que vous me racontez là? Quelle histoire absurde! Regardez ce portrait. Ne vous l'ai-je pas déjà dit? C'est le portrait de ma mère. Quand cette malheureuse dame, dont vous me montrez l'image, vint au bout de quelques années vous retirer de l'hospice, reprit Madame Goldstrow, d'une voix ferme, elle fut victime. Et vous aussi, monsieur, d'une terrible méprise. » Waldin retomba lourdement sur son fauteuil. « Il me semble que la chambre tourne autour de moi, fit-il. Ma tête, ma tête. » La femme de charge, tout éperdue, courut à la fenêtre et elle ouvrit puis la porte pour appeler du secours. Mais un torrent de pleurs, s'échappant un grand bruit des yeux de Waldin, vint heureusement la soulager. D'un signe, il pria Madame Goldstrow de ne point le quitter. Elle attendit la fin de l'explosion de larmes. Waldin revint à lui, leva la tête et considéra sa femme de charge d'un air soupçonneux et irrité, avec toute la déraison d'un homme faible. « Méprise !» s'écria-t-il, répétant le dernier mot qu'il avait dit. « Méprise !» d'un ton farouche. « Et si vous me trompiez vous-même ?
Malheureusement, dit-elle, je ne puis avoir commis une erreur. Je vous dirai pourquoi dès que vous serez en état de m'entendre. Tout de suite, reprit Waldine, ne perdons pas un moment. L'air égaré avec lequel il enjoignait de parler fit comprendre à Madame Goldstrow qu'il serait d'une générosité cruelle et maladroite de lui laisser un seul moment d'espérance. Il suffisait maintenant d'un mot pour mettre à jamais à terme cette illusion qu'il aurait voulu garder. Ce mot qui l'accablait, elle devait le lui dire. « Je viens de vous apprendre, dit-elle, que l'enfant de la dame dont vous avez le portrait avait été adopté et emmené par une autre dame étrangère. Vous me voyez aussi sûre de ce fait que je suis ici, auprès de vous en ce moment. Me voici forcée de vous affliger encore, monsieur, et cela contre mon gré. Veuillez me suivre maintenant, vous reporter dans le passé, 3 mois après l'événement dont nous parlons. J'ai été alors à l'hospice de Londres, toute prête à emmener, suivant des ordres que j'avais reçus, quelque enfant à notre succursale de la campagne. Il y a ce jour-là, je m'en souviens, une discussion relative au nom que l'on allait donner à un petit nouveau venu. Nous donnions en général nos petits anges, des noms que nous prenions tout simplement au hasard dans l'almanach des adresses. Mais ce jour-là, l'un des gentlemen directeurs qui feuilletait le registre trouva que le bébé qui venait d'être adopté, Walter Waldine, avait été effacé. « Un nom à prendre, dit-il. Donnez-le à celui qui vient d'être reçu tout à l'heure. C'est le moyen de vous mettre d'accord. » On appela donc cet nouvel enfant Walter Waldine, comme l'autre qui nous avait été retiré. Ce nouvel enfant, c'était vous. C'était moi ? Peu de temps après votre entrée dans l'institution, monsieur, reprit la femme de charge, je la quittai pour me marier. Si vous voulez ici me prêter toute votre attention, vous allez avoir comment une funeste méprise a lieu naturellement. 11 ans et demi se passèrent avant que celle que tout à l'heure vous croyiez avoir été votre mère ne retournât à l'hospice pour y chercher le fils dont elle avait été séparée. Elle savait qu'il s'appelait Walter Waldine et rien de plus. La servante qu'elle émut par sa douleur ne put lui dissigner que le seul Walter Waldine alors connu dans la maison. Moi qui aurais pu rétablir la vérité des choses, j'étais bien loin alors. Aucun indice, aucun soupçon, aucun doute ne put alors empêcher cette cruelle erreur de s'accomplir. Je souffre pour vous, monsieur. Vous penserez toujours avec raison que le jour où je suis entrée chez vous fut un jour de malheur. J'y suis venue bien innocemment, je vous le jure, et pourtant j'éprouve le sentiment d'une mauvaise action que je viens de commettre. Que n'ai-je pu dissimuler le trouble où la vue de ce portrait et les confidences que vous m'avez faites m'avaient jeté malgré moi. Si j'avais eu la sagesse de me taire, vous n'auriez jamais eu l'occasion d'apprendre toutes ces choses douloureuses, et même à l'heure de notre mort, tranquille et sans inquiétude. Elle s'arrêta, car Waldine redressa brusquement la tête et la regarda. Car Waldine, son honnêteté native se soulevait dans son cœur et protestait contre ces derniers mots de Madame Goldstrow. « Entendez-vous par là que vous auriez voulu me cacher tout ceci ?» s'écria-t-il. « Que me cacher à jamais, si vous l'aviez pu ?»« Je me flatte de pouvoir toujours dire la vérité quand on me la demande, » répondit Goldstrow. « Certes, il vaut mieux pour moi et pour ma conscience de n'être pas chargé d'un tel pareil secret. Mais cela vaudrait-il mieux pour vous ? De quelle utilité peut-il vous être maintenant de le connaître, le secret qui vous déchire ? De quelle utilité, répéta Waldine. Mais grand Dieu, si cette histoire est vraie. Je vous demande pardon, continua Waldine. Il faut être indulgente pour moi. Je ne puis encore trouver la force d'admettre comme réelle cette terrible découverte. Nous aimons si tendrement l'un et l'autre. Je sentais si profondément que j'étais son fils. Elle était morte dans mes bras, Madame Goldstrow, morte en me bénissant comme une mère seule peut bénir. Et c'est après tant d'années qu'on vient me dire « elle n'était pas ta mère ». Malheureusement, fit Madame Goldstrow, elle ne l'était pas, mais elle vous aimait. Je sais ce que je dis, s'écria-t-il. Déjà l'empire passager qui avait pu prendre sur lui-même quelques moments auparavant et qui lui avait donné un peu de force s'évanouissait. Ce n'était pas à ce terrible chagrin que se changeait tout à l'heure. Non, c'était tout autre chose qui me traversait l'esprit.
Oui, vous m'avez surpris et blessé, Madame Goldstraw. Votre langage me donne à supposer que vous regrettez de ne m'avoir point laissé une erreur qui m'était si chère. Ne vous laissez pas aller à de telles pensées, et surtout regardez bien, ne gardez-vous bien de me les dire. C'eût été un crime que de m'épargner la vérité. Je sais que votre intention était bonne, je le sais. Je ne désire pas vous affliger, vous avez un bon cœur. Mais songez à la situation où je me trouve. Dans la fausse conviction que j'étais son fils, elle m'a laissé tout ce qu'elle possédait. Je ne suis pas son fils. J'ai pris la place, j'ai accepté sans le savoir la place d'un autre. Cet autre, il faut que je le retrouve. L'espoir de le trouver est le seul qui me relève et me fortifie au milieu de ce terrible chagrin qui me frappe. Vous en devez savoir bien plus que vous n'en avez raconté, Madame Goldstraw. Quelle était cette étrangère qui a adopté l'enfant? Son nom, vous l'avez entendu? Je ne l'ai jamais entendu, je ne l'ai jamais revue elle-même, je n'ai jamais reçu de ses nouvelles. Elle n'a donc rien dit lorsqu'elle a emmené l'enfant? Rappelez vos souvenirs, elle doit avoir dit quelque chose. Une seule chose, monsieur, une seule qui me revienne. Cette année-là, l'hiver était cruel et beaucoup de nos petits-enfants avaient souffert. Lorsqu'elle prit le bébé dans ses bras, l'étrangère me dit en riant « Ne soyez pas en peine pour sa santé. Il grandira sous un climat meilleur que le vôtre. Je vais le conduire en Suisse. » En Suisse? Mais dans quelle partie de la Suisse? Elle ne me l'a pas dit. Bon, rien que ce faible indice, rien que ce fil léger pour trouver ma route, murmura Waldine, est un quart de siècle qui s'est écoulé depuis ce jour. Que dois-je faire? J'espère que vous ne m'offenserez pas de la franchise de mon langage, monsieur. En vérité, je ne le vois point pourquoi vous voilà si fort incertain de ce que vous avez à faire. Cherchez cet enfant. Qui sait-il en vie? Qui sait-il est en vie? Et monsieur, s'il vit, il ne connaît sûrement pas l'adversité et l'étrangère qui l'a adopté était une femme de condition. Elle a dû prouver au directeur de l'hospice qu'elle était en état de se charger d'un enfant, sans quoi on ne lui aurait point permis de le prendre. Si j'étais à votre place, monsieur, pardonnez-moi de vous parler si librement. Je me consolerais en songeant que j'ai aimé la pauvre femme qui était là, aussi fortement qu'on aime sa mère, et qu'elle a eu pour moi la même tendresse que si j'avais été son fils. Tout ce qu'elle vous a donné, n'est-ce pas, en raison de son affection même. Son cœur n'est jamais démenti envers vous durant sa vie. Le vôtre, j'en suis sûre, ne se démentira jamais envers elle. Quel meilleur droit pouvez-vous avoir à conserver ses présents? Arrêtez, s'écria Waldine. Sa probité native lui faisait voir le charitable sophisme qui lui opposait de Madame Goldstraw pour le consoler. Vous ne comprenez pas, reprit-il. C'est parce que je l'ai aimé que mon devoir maintenant est de faire justice à son fils. Un devoir sacré, Madame Goldstraw. Oh, si ses fils est encore au monde, si je le retrouvais. Je succomberais d'ailleurs dans cette terrible épreuve, et si je n'avais la ressource et la consolation de m'occuper tout de suite activement de ce que ma conscience me commande de faire, il faut que je cause, sans retard, avec mon homme de loi. Je veux l'avoir mis à l'œuvre avant de m'endormir ce soir. Il s'approcha d'un tube attaché à la muraille, et par ce moyen appela quelqu'un dans le bureau de l'étage inférieur. « Veuillez me laisser un moment, Madame Goldstraw, dit-il. Je serai plus calme et plus en état de causer avec vous après l'après-midi. Nous nous plairons ensemble, j'en suis sûre, en dépit de ce qui arrive. Oh, ce n'est pas votre faute, tenez-moi la main, Madame Goldstraw. Et maintenant, faites de votre mieux dans la maison. » Comme Madame Goldstraw se dirigeait vers la porte, Jarvis parut sur le seuil. « Envoyez chercher Monsieur Bintrey, lui dit Waldine. J'ai besoin de le voir sur le champ. » Le commis n'était point venu là seulement pour recevoir un ordre. Quelqu'un le suivait, il avait mission d'introduire et il annonça. « Monsieur Vandal. » Le nouvel associé de Waldine & Co. entra. « Excusez-moi pour un moment, Monsieur George Vandal, dit Waldine. J'ai encore un mot à dire à Jarvis. Envoyez tout de suite chercher Monsieur Bintrey. » Jarvis, avant de quitter la chambre, déposa une lettre sur la table. « De nos correspondants de Neuchâtel, monsieur, je pense, dit-il, cette lettre porte un timbre de Suisse. » Ces mots, un timbre de Suisse. Après, ce même Goldstraw venait de lui apprendre redoubler de l'agitation de Waldine, au point que ce nouvel associé pensa qu'il ne lui était plus permis de ne point de ne point s'en apercevoir. « Waldine, dit-il vivement, qu'est-il arrivé ?»
Puis il s'interrompit, jetant un regard curieux autour de lui, comme s'il cherchait une cause visible à cette scène extraordinaire. Waldine lui saisit la main. « Mon bon Georges Vandal. » En même temps, il serrait cette main qu'il tenait dans les siennes, non par la forme de politesse ni pour souhaiter la bienvenue de son associé, mais pour lui donner secours. « Mon bon vieux Georges Vandal, reprit-il à voix basse, il m'est arrivé tant de choses que je ne pourrai jamais redevenir moi-même. Qu'est-ce que je dis? Comment pourrais-je, puisque je ne suis plus moi? Le nouvel associé, qui était beau et jeune, du même âge à peu près que Waldine, à la tournure leste, un œil vif et résolu, leva les épaules. Comment cesser d'être soi-même? Ah, du moins, repartit Waldine, je ne suis pas ce que je croyais être. Pour l'amour du ciel, que croyez-vous donc être que vous n'êtes pas? Et il y avait dans le ton de Vandal un air de compassion et de franchise qui eût poussé à la confiance d'un homme autrement réservé que ne l'était Waldine. Aussi, quand Vandal lui fit observer qu'il pouvait bien l'interroger sans indiscrétion, maintenant que leurs affaires étaient communes et qu'ils étaient associés, il n'y tient plus. « Là, Georges, là encore !» soupira-t-il en s'enfonçant dans son fauteuil. « Associé, vous me faites souvenir que je n'avais aucun droit de m'introduire dans les affaires. Elles ne m'étaient pas destinées. L'intention de ma mère, c'est-à-dire de la sienne, ne fut jamais que cela fût à moi. Elle voulait certainement que tout fût à lui. »« Voyons, voyons, fit Vandal, essayant sur Walding après un court silence de ce pouvoir que toute nature bien trempée prend toujours sur un cœur de venir en aide à sa faiblesse. Soyez raisonnable, mon cher Walter. S'il s'est fait quelque mal autour de vous et à votre sujet, je suis bien sûre que ce n'est point de votre faute. Ce n'est pas après avoir passé 3 ans à vos côtés, dans ces bureaux, sous l'Ancien Régime, que je pourrais douter de vous. Laissez-moi commencer votre association en vous rendant un service. Je veux vous rendre à vous-même. Mais tout d'abord, dites-moi, cette lettre se rapporte-t-elle en quoi, que ce soit à l'affaire qui vous agite ? Murmura Waldine, cette lettre. Cela encore, ma tête, j'avais oublié cette lettre et cette coïncidence. Un timbre de Suisse. Bon, reprit Vandal, je m'aperçois que ce pli n'a pas été ouvert. Il est donc probable qu'il n'y ait rien de commun avec le trouble que je vous vois. Cette lettre est-elle à votre adresse ou à la mienne? À l'adresse de la maison. Si je l'ouvrais et la lisais, tout haut, pour vous, en vous débarrasser, elle est tout simplement de notre correspondant de Neuchâtel, le fabricant de vin de champagne. Tenez, je la lis. Cher monsieur, nous recevons votre honoré du 28 dernier. Nous annonçons votre association avec monsieur Vandal et nous vous prions d'en recevoir nos sincères félicitations. Permettez-nous de profiter de cette occasion pour vous recommander d'une belle façon toute particulière monsieur Jules Aubenreizer. Impossible, s'écria Vandal, impossible. Waldine releva la tête et tressaillit. Tout l'alarmait depuis le matin. Mais quoi donc? Fit-il, qu'est-ce qui est impossible? C'est ce nom, répliqua Vandal en souriant. S'appelle-t-on Aubenreizer? Je vous le demande. Je continue la lettre. Pour vous recommander d'une façon toute particulière monsieur Jules Aubenreizer, Soho Square, Londres, amplement accrédité désormais comme notre agent et qui a eu l'honneur de vous faire connaissance avec monsieur Vandal en Suisse, son pays natal. Lui, fit Vandal, qui s'introduit encore une fois monsieur Aubenreizer. Et oui, vraiment, où donc avais-je la tête? Je me souviens à présent. Et voilà, je m'arrête là. Mais pour découvrir la suite, retrouvez-nous dans la prochaine émission. Je vous dis à très vite.